J'ai passé mon CAP de mécanicien moto en candidat libre en juin 2026 et dans cette vidéo, je vais vous expliquer le déroulement de l'inscription jusqu'à l'épreuve en vous donnant le maximum d'informations sur tout le déroulement de comment ça se passe. Évidemment, dans la description de la vidéo, je vous mettrai tous les liens utiles et les infos qui peuvent vous servir, les liens vers les différents sites et différents documents qui peuvent vous aider. Le jour de l'examen, on devait être 5 candidats et on n'était finalement que 3 à se présenter. J'ai un copain qui l'a passé aussi quelques jours plus tard, donc je me sers aussi de son expérience pour vous en dire le plus possible. Et attention, le CAP maintenance des véhicules option motocycle change en 2027. C'est mal barré pour les candidats libres. Je vous explique tout en fin de vidéo. Si vous envisagez de le passer de vous inscrire en 2026 pour les sessions de 2027 et après, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est des informations très importantes qui vont vous servir. On commence par les inscriptions. Ça se passe sur le site des Cyclades où vous devrez créer votre espace candidat, comme un gars qui irait à l'école et qui se présente aux examens, sauf que vous n'allez pas à l'école. Donc c'est un site de l'éducation nationale. Ça se passe en octobre, il faut créer votre compte et guetter les inscriptions quand elles sont ouvertes. Une fois que les inscriptions sont ouvertes, vous la faites et c'est tout. Vous n'aurez rien de plus jusqu'à ce que vous receviez une convocation. La convocation, elle arrive en avril dans les OLA, où vous avez l'endroit où vous passez vos épreuves pratiques. Il y a 2 épreuves pratiques. Et vous aurez une épreuve à laquelle j'ai été convoqué, une épreuve PSE, Prévention Santé Environnement, qui était obligatoire. C'est un truc un peu éducation nationale, mais c'est comme ça, on est convoqué. Sur ce sujet, vous trouverez plein d'infos sur Internet sur les différents sujets qu'il y a eu les années précédentes. Ça, c'est pas un souci pour se renseigner là-dessus. C'est à vous de voir en fonction de votre formation de base et vos compétences. J'ai passé mon bac F1 génie mécanique il y a 30 ans exactement, puis un BTS dans le domaine de la mécanique aussi. Ça fait plus de 30 ans que je travaille sur mes motos. Je n'ai pas eu besoin de me former ou d'avoir recours à une formation. Ce qu'on demande au CAP, c'est la mécanique courante, la mécanique d'entretien d'une bécane. On ne demande pas de tout savoir par cœur, mais de savoir utiliser une documentation technique ou le manuel d'atelier pour savoir travailler. Il y a un des candidats qui était là le jour-là, qui avait fait une formation avec un organisme qu'on trouve sur Internet, là, qui utilise votre CPF pour la formation. Donc il a eu des devoirs à faire sur sa bécane ou ses bécanes. Donc si vous n'avez pas de bécane à dispo pour bricoler, c'est déjà mort. Savoir vidanger une fourche, un kitchen, voilà, rien de particulier. De ce que j'en ai vu, pendant l'épreuve, il lui manquait quand même un peu un aspect rigueur, respect de procédure, tout ça. Ces formations-là, elles ne vont pas vous apprendre une méthode de travail ou vous donner des cours de mécanique, ils vous donnent principalement des devoirs à faire. À mon avis, c'est réservé à un certain public et faites bien attention si vous avez recours à un de ces organismes à ce qu'ils proposent. Mon conseil, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est d'acheter une bécane d'entraînement. Une 125 pas chère, ça suffit. Une bécane vraiment pas chère, même si elle n'est pas nickel, au pire vous la refaites nickel, mais qui va vous servir d'exercice. Sur cette bécane, vous devrez savoir démonter les freins, les purger, savoir faire le kitchen, changer la fourche, contrôler le circuit de charge, tous les trucs de base qu'on demande à un mécanicien, quoi. Et évidemment, en achetant cette bécane, comme je le dis dans toutes les vidéos techniques que je fais, procurez-vous la revue technique. D'ailleurs, c'est avec les revues mototechniques qu'on a travaillé pendant l'épreuve de CAP. Ou alors, procurez-vous le manuel d'atelier. Maintenant, on les trouve sur Internet pour quasiment toutes les bécanes. C'est rare qu'on n'arrive pas à se le procurer pour une bécane, même en anglais, mais au moins, vous avez ça. Que doit-on vraiment savoir faire ? Ça, c'est une question que je me suis posée avant parce que même en lisant le décret qui parle de ce CAP, tout ce qui est écrit dedans, ça me paraissait assez vague et je n'avais pas d'infos précises. Je vais vous le dire, c'est pas compliqué. C'est toutes les opérations de base. On a dit freinage, kitchen, vidange fourche, le variateur sur un scooter, les bougies, changer un pneu et l'équilibrer. Tous les candidats
les 3 qu'on était quand je l'ai passé moi, mon collègue, les 3 ou 4 qui étaient le jour-là aussi, qui l'ont passé, ont tous eu un pneu à faire. Évidemment, ce que je vous dis, c'est valable pour l'endroit où je l'ai passé moi, dans l'académie de Nancy-Metz. Donc c'est valable évidemment pour ce que j'ai vécu moi. Je ne peux pas parler pour les autres académies ou pour les endroits que je n'ai pas vus, mais évidemment tout est conforme à ce que l'éducation nationale demande. Concernant l'électricité, il faudra savoir contrôler un circuit de charge, un circuit de démarrage et avoir des bases et des notions d'électricité. Et concernant la mécanique générale, je pense que c'est le plus important parce que quand on sait faire de la mécanique générale, on arrive à la faire sur une moto. Et il faudra avoir les notions et les comprendre. Savoir ce que c'est un couple de serrage, savoir ce que c'est. Toutes ces notions de base de mécanique générale, évidemment, il faut les connaître et il faut les comprendre. C'est le plus important. On arrive en avril-mai, on reçoit la convocation avec une adresse pour l'épreuve de mécanique et une autre adresse pour 2 semaines plus tard pour l'épreuve prévention santé-environnement. Quelques temps plus tard, vous recevrez la liste de ce que vous devez apporter. Donc dans mon cas, pour ce CAP, il disait juste une caisse à outils de mécanicien. Sur place, en fait, il y avait tout à dispo. Donc les profs qui étaient là, il y avait 2 profs, nous ont dit bah voilà, vous avez tout à dispo si vous voulez. Je pense que c'est plus simple d'avoir son matos et sa caisse à outils de base, sachant qu'à côté des différents postes pour travailler, il y avait une table avec tous les outils particuliers dont on pouvait avoir besoin, une jauge pour le niveau de fourche, des clés dynamo, les outils particuliers comme une Torx de 45 pour démonter une roue sur une BM, ou ce genre d'outils plus particuliers qu'on n'a pas forcément dans une caisse standard. Maintenant, d'avoir sa caisse standard et j'en reviens toujours sur l'outil des outils, le coffret Nano Facom. Ça, je ne m'en sépare jamais. Je n'ai travaillé quasiment qu'avec ça, comme toujours. C'est le premier truc que je sors. Et s'il y a bien un conseil que je peux vous donner, si vous voulez vous lancer dans la mécanique, machin, ou s'y mettre, un coffret Nano en voyage, en moto, vous partez un week-end, ça, c'est dans la valise tout le temps. Et quand vous passez votre CAP, c'est dans la valise aussi. On arrive en juin, on se présente devant le CFA à l'entrée. 5 candidats attendus, 3 présents, dont moi. Donc on était dans un atelier, il y avait 5 postes, donc poste 1, poste 2, 3, 4, 5. 2 profs présents et chaque candidat tire un poste au hasard. Donc j'ai eu l'épreuve, elle dure la journée. C'est 2 épreuves, une épreuve, ce qu'ils appellent EP1, préparation d'une opération d'entretien sur une moto, et l'autre préparation d'une opération de réparation ou de maintenance. C'est la même chose en réalité, hein, vous bossez sur une bécane, sauf que c'est 2 ateliers différents. Donc j'ai eu un variateur sur un scooter le matin, donc c'était un scooter MBK 125, c'est le même qu'un 125 X-Max. Donc le variateur sur le scooter. Et pour l'autre atelier de l'après-midi, j'ai eu une 1200 GS liquide, pneu avant équilibrage à faire et les bougies. Le candidat numéro 2 avait eu le même poste sur la journée, il a bossé sur une 600 Hornet, il a eu les bougies à faire, le pneu avant avec l'équilibrage et la dépose de l'embrayage pour contrôle. Et le 3e candidat, il était sur une 500 GSE, il a eu la vidange de fourche, le pneu avant, et avec l'équilibrage, et les bougies à faire sur une 750 GSR. C'est ce que mon collègue a fait aussi. Comment l'épreuve se passe en elle-même? Vous avez validé votre présence, vous avez tiré au sort votre poste. Une fois que c'est fait, vous allez sur votre poste. Là, on vous donne un dossier pour travailler le matin sur votre scooter, ou sur mon scooter, dans mon cas. En gros, c'est un dossier de 6-7 pages qui comprend un problème du genre Monsieur Ducable amène un scooter à l'atelier qui présente des à-coups en roulant. Le chef d'atelier vous demande de déposer le variateur et l'embrayage et de contrôler ces éléments. De là, dans votre dossier, vous avez toute une partie avec une partie théorique avec des réponses à donner. Et donc, vous remplissez l'ordre de réparation qui est dans le dossier réponse avec toutes les infos. Et vous devrez, après, dans votre dossier, décrire étape par étape ce que vous faites.
Vous devrez donner quelques valeurs de couple de serrage, le principe de fonctionnement d'un variateur par rapport à une boîte de vitesse, l'expertise des différentes pièces avec les valeurs attendues, les outils de mesure qu'on utilise. Tout ça, c'est ce qu'on demande dans la partie théorique. Donc, vous prenez ensuite votre temps pour bien étudier cette partie théorique et remplir vos documents. Concrètement, il faut évidemment prendre le temps de tout lire le sujet de l'examen, ce qu'on vous demande. Donc en l'occurrence sur le scooter, tout ce qu'on demande sur le variateur. Il y avait aussi une petite partie avec contrôle du circuit de freinage et d'éclairage, mais le scooter ne démarrait pas. Donc lisez tout le sujet de l'examen. Vous cherchez dans la revue technique tout ce qui se rapporte au variateur pour avoir le maximum d'infos possible. J'avais jamais fait de variateur sur un scooter, donc et en fait, bon voilà, c'est tout con et tout est dans la revue technique, ça ne pose aucun souci en réalité. Donc vous cherchez dans la revue technique tous les documents dont vous avez besoin et là vous aurez déjà 90% des réponses. Quand vous avez l'expertise à faire, vous n'êtes pas teubé, vous appelez l'examinateur pour faire l'expertise ensemble, donc en l'occurrence les galets, les pistes, tout ça, tous les éléments, avec les valeurs théoriques, les valeurs qu'on mesure, comment on les mesure, etc. Voilà, vous le faites participer à l'expertise. Il vous posera des questions comme le serrage en croix, l'utilisation d'une clé dynamo, il faut lui montrer comment ça marche. Il m'a demandé la signification de 10W40 pour une huile par exemple. Rien de bien sorcier, pas de piège particulier, ils ne sont pas là pour ça. On ne vous demande pas de tout démonter dans un temps record, justement, on vous demande de savoir utiliser un manuel technique et de travailler non pas vite, mais dans les règles de l'art. Donc si vous arrivez et que vous êtes celui qui bricole sous le trottoir depuis 20 ans en démontant tout à l'arrache, c'est pas comme ça qu'il faudra travailler le jour-là. Même si le matériel, c'est du matériel de formation qui est un peu pourri, forcément à force d'être démonté par des apprentis, tous les vis sur le carter du variateur, elles étaient toutes plus ou moins abîmées, plus ou moins en bon état. Vous pouvez quand même expliquer à l'examinateur comment on fait le serrage en croix, comment on serre en couple, etc. Et si vous avez lu la revue technique, tout ça, ça posera aucun souci. Si vous n'avez pas lu la revue technique, vous ne saurez pas quoi lui répondre, évidemment. J'avais 4 heures pour faire tout le scooter. Donc à 10 heures, j'avais fini en prenant vraiment le temps. Et donc j'ai fait mon sujet de l'après-midi sur la 1200 JS, je l'ai fait le matin aussi. Et à midi, j'avais tout fini. Dans tout ça, même sur la 1200 GS, démonter le pneu, faire les bougies, c'est le même principe. Vous avez un dossier où on vous demande la description du pneu, par exemple 120 par 70 ZR17, la signification de toutes ces valeurs, ce que ça veut dire, de regarder le pneu sur la GS s'il est bon, tout ça, s'il n'y a pas d'anomalie. Évidemment, si vous n'avez jamais fait de pneus, que vous ne savez pas utiliser de machine à pneus, il faut à minima regarder un tuto, mais c'est bien de s'entraîner quelque part si vous pouvez un jour. Sinon, nous, tout le monde l'a eu. C'est pas forcément dans toutes les académies que tout le monde aura un pneu à faire, mais celle où j'étais, tous ceux que j'ai entendu passer l'examen l'ont eu. Et donc, toutes ces questions, pareil sur les bougies, la signification d'une bougie, sur par exemple CR9E, tout ça, ce que ça veut dire. Bon, c'est vrai que de tête, tout ça, c'est pas évident, mais on a quand même des notions un petit peu sur le diamètre du filetage, la longueur, l'indice de température, etc. Et voilà, une fois que vous avez fait tout ça, franchement, on a pas mal discuté. Parce que les deux examinateurs, c'est deux gars qui font de la moto, qui sont passionnés de moto. Donc on a pas mal discuté un peu de nos projets, de nos bécanes, de tout ça. Et franchement, quand ils voient que vous savez de quoi vous parlez, que vous savez que vous êtes prêt, que vous connaissez votre taf, ça ne pose pas de soucis. Quand vous avez terminé tout ça, travaillé proprement, montré que vous êtes un professionnel et fait tout dans les règles de l'art et bien rangé votre manuel d'atelier et bien rempli votre document, et vous remballez les gaules et c'est terminé. Sincèrement, j'ai pas ressenti de difficultés particulières. Les questions qu'il y avait, c'est des questions que j'aurais très bien pu poser à n'importe qui aussi. Si quelqu'un qui me dit je suis mécano dans la discussion, je pourrais très bien lui poser les questions là, sans chercher de pièges particuliers, sans aller chercher trop loin. Après, c'est ma formation de base, donc il y a des notions que j'avais déjà appris à l'école il y a très longtemps.
Maintenant, voilà, toutes les notions de mécanique générale, il faut les connaître. Et je pense que c'est sincèrement le plus important et de savoir même travailler sur un matériel que vous ne connaissez pas, mais en utilisant une revue technique, quoi. Si vous faites par exemple une fourche et que vous commencez à démonter, que vous remontez comme c'était, que vous ne connaissez pas la valeur de la hauteur de la chambre d'air, si vous ne connaissez pas le volume d'huile, si vous ne savez pas utiliser une jauge pour justement la hauteur d'huile et tout, c'est un peu limite, quoi. Il faudra quand même se pencher sur la question. Dernière chose, il n'y avait pas de véhicule qui démarrait, aucune moto ne démarrait. Là, c'était des motos d'essai ou d'apprentissage. Donc, moi, j'aurais bien aimé faire une petite recherche de panne. J'aime bien ce genre de sujet. Il n'y a pas eu ça. Il y a d'autres académies, il y a sûrement des véhicules qui démarrent où il faudra chercher une panne ou un véhicule qui ne démarre pas, un problème sur le circuit de charge. Savoir comment ça fonctionne un relais de démarreur, un circuit de puissance, un circuit de démarrage. Je pense que c'est bien aussi. Une fois que vous avez toutes ces notions-là, c'est quand même un CAP, c'est pas un bac pro ni un BTS, donc c'est quand même des notions de base. Pourquoi je dis que le candidat libre s'est mal barré, voire terminé? Un nouveau décret a été signé en 2025 qui concernera les inscriptions en 2026 pour les épreuves de 2027. Donc en 2025, ils ont signé un décret. Si vous vous inscrivez en 2026, donc cette année 2026, vers le mois d'octobre sur le site des Cyclades, pour les épreuves de 2027, la forme actuelle n'existe plus. Qu'est-ce qui change? Dans la description de la vidéo, je vous mets le lien vers le décret. Moi, j'ai lu les décrets parce que je voulais savoir à quoi je me présentais. Qu'est-ce qui change? En gros, la forme actuelle qui n'existe plus, le principe restera globalement le même. On parle de blocs de compétences, il y aura toujours un bloc EP1, EP2, préparation d'une opération d'entretien et une opération de maintenance. En gros, vous aurez deux tafs à faire sur deux bécanes, ou voilà, sur une bécane, mais deux tafs différents, deux dossiers. Kiff kiff, hein, il n'y a pas beaucoup de différence. Sauf que la notion de candidat libre ou candidat individuel n'existe plus. Ça s'appelle maintenant un candidat majeur justifiant d'une expérience professionnelle ou d'une formation dans le domaine concerné dans les 3 ans précédant l'examen et d'une durée de 14 semaines minimum. Ça veut dire que pour vous présenter en 2027, dans les 3 ans précédant votre inscription à l'épreuve, vous devrez justifier de 14 semaines de boulot dans un atelier moto. Qui des gens qui se présentent sur place en reconversion, des mecs comme moi qui se disent j'ai les compétences, je vais me présenter, qui ont des projets ou quoi, mais qui ont déjà un boulot, une vie actuelle, qui va pouvoir poser 14 semaines de congé pour aller bosser en stage chez un concessionnaire? Quel concessionnaire va prendre un gars qui vient comme ça, je vais me présenter au CAP, un candidat libre, j'ai besoin de 14 semaines de stage, je viens bosser chez vous? Qui va faire ça? Donc, avec 5 semaines de congés payés par an, déjà, ça veut dire que sur 3 ans, vous n'avez plus de congés, vous allez juste bosser chez le concessionnaire du coin s'il vous prend. Donc je pense que c'est la mort du candidat libre et que c'est voulu. Ce décret, soi-disant, il met l'accent sur les véhicules électriques ou hybrides, machin, ok, c'est peut-être un argument. Les épreuves, elles sont découpées en blocs de compétences et donc elles pourront être séparées. Vous allez passer la EP1 et la EP2 après, franchement, ça ne change rien. Vous pouvez tout faire dans la même journée. Vous vous pointez le matin, vous repartez le soir, c'est terminé. Tout ça, ça change rien en fait, ça change strictement rien ou vraiment pas grand-chose. Par contre, pour vous présenter, justifié de 14 semaines d'expérience professionnelle ou de formation, autrement dit d'être en stage dans le domaine, c'est mal barré. Et donc, évidemment, dans ce décret, il ne parle plus de candidat libre ou candidat individuel, il parle de ce fameux candidat majeur. Donc, je ne sais pas qui va pouvoir s'y présenter. D'ailleurs, en guise de conclusion, si vous avez passé ce CAP en 2026, n'hésitez pas à partager votre expérience sur ce qui s'est passé ou comment vous l'avez vécu. Et si vous envisagiez de le faire ou que vous aviez en projet de le faire, est-ce que vous saviez ça? Est-ce que vous aviez anticipé la chose? Et comment, du coup, vous le percevez si ça vous plaisait de le faire? Parce que je pense sincèrement que cette année, donc là où je l'ai passé, ils avaient 41 candidats. Ils m'ont dit que c'était une année particulièrement avec du monde. Et je me demande combien ils vont avoir de candidats l'année prochaine. Je ne vois pas comment un mec va pouvoir prendre 14 semaines de stage comme ça
Et quel concessionnaire va prendre des mecs comme ça pour dire bah, je vais le former 14 semaines ou pas, même un mec comme moi qui n'a pas spécialement besoin de formation, aller dire au concessionnaire bah, je viens bosser gratos pour pouvoir passer mon CAP. Une fois que vous avez fait ça, après vous faites une VAE et puis c'est réglé. Donc je pense que c'est la mort du candidat libre. Si quelqu'un veut me contredire ou expliquer différemment, peut-être. En attendant, c'est ce qui est marqué dans le décret. Je vous invite à le lire si vous envisagiez de le passer. Je pense que pour tout ça, c'est foutu. Et je vous dis sinon à bientôt sur la route. Ciao.